Le testament de ma grand-mère a été une cruelle plaisanterie. Pour hériter de sa fortune, je devais survivre 30 jours sans argent dans son manoir abandonné et en ruine. Ma tante et mon oncle avide me surveillaient, attendant mon échec. Je pensais que son dernier vœu était une punition. Je n'avais aucune idée que c'était un chemin de petites indications qui me mènerait à la vérité sur qui elle était et qui j'étais censé être. Avant de nous plonger dans l'histoire, j'aimerais savoir de quelle ville vous nous regardez aujourd'hui. Et n'oubliez pas de vous abonner pour nos histoires quotidiennes. D'accord, allons à la lecture de ce testament. Ma grand-mère, Mathilde Dubois, n'était pas une femme douce et affectueuse. C'était une matriarche, un pilier de l'industrie, une femme taillée dans le granit et animée d'une ambition silencieuse et calculatrice. Je l'avais aimée, bien sûr, mais c'était le genre d'amour qu'un petit soldat nerveux porte à un général 5 étoiles distant et profondément intimidant. À ses yeux, j'étais une déception, une jeune femme tranquille et artistique avec une montagne de dettes étudiantes et un manque évident de son propre sens impitoyable de l'ambition. Alors, quand j'ai été convoquée à la lecture de son testament, je ne m'attendais à rien. J'étais assise dans le bureau d'avocat étouffant aux boiseries sombres, une petite île insignifiante de vêtements de seconde main, perdue dans une mer de tenues matinales coûteuses et sur mesure de mes proches. Ma tante et mon oncle, Marc et Bénédicte, étaient les stars de ce spectacle particulier. Ils étaient assis dans les fauteuils moelleux en face du bureau de l'avocat, leur visage une parfaite performance de deuil solennel. Mais leurs yeux vifs et avides, brillaient de l'excitation de la prochaine mise à mort financière. L'avocat, un homme aussi vieux et sec que les documents qu'il lisait, commença. Il énuméra quelques petits legs à des œuvres caritatives, puis il en vint au plat de résistance, la disposition du patrimoine Dubois, une fortune estimée à des dizaines de millions. L'intégralité de ma succession restante, lut l'avocat, sa voix sèche et avide, y compris toutes les propriétés, actions, obligations et actifs liquides, je la laisse dans son intégralité à ma chère petite fille, Clara. Le silence dans la pièce était absolu. Je restais figé, mon esprit complètement vide. Puis je regardai ma tante et mon oncle. Leurs visages, qui avaient été si pleins d'une attente suffisante et confiante, étaient maintenant un masque de choc pur, laid et profondément satisfaisant. Mais alors l'avocat se racla la gorge. Cependant, il y a une condition. Les sourires suffisants et prédateurs commencèrent à réapparaître sur les visages de mes proches. L'héritage de ma petite fille, poursuivit le testament, est entièrement et complètement subordonné à l'accomplissement réussi d'une seule et dernière tâche. Elle doit, pendant une période d'au moins 30 jours consécutifs, résider seule dans mon ancien manoir de campagne actuellement inhabité, le manoir Dubois. L'avocat me regarda par-dessus ses lunettes. Les termes sont spécifiques. Vous devez arriver avec rien d'autre que les vêtements que vous portez. Pas d'argent, pas de téléphone, pas de contact extérieur. Vous devez survivre avec tout ce que vous pouvez trouver dans les limites de la propriété. Votre tante et votre oncle, il fit un geste vers mes proches maintenant rayonnants, ont été désignés comme les observateurs officiels de ce test. Ils sont autorisés à venir vous voir une fois par semaine pour confirmer que vous n'avez pas quitté les lieux. Si vous échouez ou si vous abandonnez à tout moment, l'intégralité de la succession leur revient. La pièce fut de nouveau silencieuse, mais cette fois, c'était un silence différent. C'était le silence d'une blague cruelle et profondément personnelle, un dernier acte posthume de guerre psychologique d'une grand-mère que je n'avais jamais vraiment comprise. Elle ne me faisait pas un cadeau. Elle me punissait pour ma douceur, pour mon manque de son propre instinct de survie impitoyable. Elle me jetait au loup, et elle venait de remettre à ma tante et mon oncle avides et maintenant très heureux les clés de la cage. L'avocat me conduisit au manoir cet après-midi-là. C'était 2 heures de route hors de la ville, profondément dans la campagne sauvage et envahie. Il me déposa au pied d'une longue allée sinueuse et profondément inhospitalière. Les immenses grilles en fer forgé grincèrent en se refermant derrière moi comme les portes d'une prison. Je levai les yeux vers la maison. Ce n'était pas la belle maison vibrante dont je me souvenais vaguement de mon enfance. C'était une ruine, une silhouette sombre, gothique et profondément intimidante contre le ciel gris et impitoyable. Les fenêtres étaient barricadées, la peinture s'écaillait, les jardins étaient une jungle sauvage et enchevêtrée. Ma tante et mon oncle pensaient que c'était un test de mon endurance, un jeu qu'ils étaient certains que je perdrais.
Ma grand-mère, pensais-je, alors qu'une pluie froide et forte commençait à tomber, avait simplement conçu la punition la plus élaborée et la plus cruelle qu'elle puisse imaginer. Je n'avais aucune idée que le test ne consistait pas du tout à survivre à la maison. Il s'agissait de la maison et du secret oublié et de l'histoire profondément importante qu'elle contenait, et qui allait finalement et complètement me sauver. Je poussai la lourde porte en chaîne. Elle gémit, un son bas et guttural de protestation. Le bruit d'une maison qui avait dormi longtemps. L'air qui m'envahit de l'intérieur était froid et immobile, épais de l'odeur de la poussière et de la pierre humide, et du léger parfum de papier de la décomposition. Une épaisse couche de poussière grise couvrait chaque surface, rendant l'air brumeux dans les minces rayons de lumière de l'après-midi qui perçaient à travers les fenêtres crasseuses et barricadées. Mes premières heures au manoir du bois furent une lente et effrayante leçon de la réalité de ma nouvelle situation. Ce n'était pas un jeu. C'était une prison. L'avocat avait dit la vérité. L'électricité était coupée. L'eau des robinets coulait d'un brin rouille et furieux avant de s'arrêter complètement. Mon monde était maintenant défini par la lumière mourante de l'après-midi et l'obscurité absolue et menaçante de la nuit. Je passais ce qui restait de la journée à chercher frénétiquement et en grande partie sans succès les bases de la survie. Je trouvai une pile de vieux draps à l'odeur de moisi dans un coffre en cèdre, mais ils étaient fins et offraient peu de réconfort contre le froid mordant qui s'infiltrait maintenant par les planchers. Je trouvai quelques bougies à moitié brûlées dans un tiroir de cuisine, leurs mèches cassantes avec l'âge. La nuit, quand elle vint, fut une chose d'obscurité absolue et terrifiante. Je me blottis sur un grand canapé recouvert d'un drap dans le salon principal, mon corps enveloppé dans un rideau de velours poussiéreux que j'avais arraché à l'une des fenêtres. La maison, qui avait été silencieuse pendant la journée, était maintenant vivante d'une symphonie de sons étranges. Le vent hurlait à travers les avant-toits, un son bas et lugubre. Les vieilles boiseries de la maison gémissaient et se calaient autour de moi, et dans les murs, j'entendais le grattement constant, minuscule et inquiétant de choses invisibles. Je ne dormis pas. Je restai assise là dans l'obscurité, ma propre faim, une douleur aiguë et lancinante au creux de l'estomac, et je sentis tout le poids écrasant de la cruauté de ma grand-mère. Ce n'était pas un test. C'était une punition. Un acte de mépris froid, calculé et profondément personnel. Je pensais à ma tante et à mon oncle, à leurs visages suffisants et victorieux. Ils avaient raison. J'allais échouer. J'étais une citadine, une créature de confort et de commodité. Je n'étais pas une survivante. Je décidai alors et là, dans le froid et l'obscurité et la solitude profonde et absolue de cette nuit terrible, que j'abandonnerais le matin. Mais le matin, quand il vint, apporta avec lui un allié nouveau et inattendu, le soleil. Il filtrait à travers les hautes fenêtres crasseuses, chassant le pire des ombres des coins de la pièce et transformant les particules de poussière en une galaxie dorée tourbillonnante. La maison, à la lumière du jour, n'était pas un monstre. C'était juste une maison triste et très vieille et profondément négligée. Poussé par une faim qui était maintenant une force brute et indéniable, je commençai une recherche plus méthodique. Je me rendis à la cuisine, au grand garde-manger au fond. Il était presque vide, un cimetière triste et poussiéreux d'épices périmées et de peaux vides. J'étais sur le point d'abandonner, d'admettre ma dernière défaite pathétique quand je le vis. Sur l'étagère la plus haute, cachée au fond, se trouvait un seul pot en verre magnifiquement conservé. C'était un grand pot de pêche en conserve faite maison de ma grand-mère, celle qu'elle préparait chaque été. Et à côté, comme laissé là par un fantôme, se trouvait un petit ouvre-boîte manuel à l'ancienne et sans rouille. Mes mains tremblaient en descendant le pot. Le couvercle était hermétiquement scellé, un témoignage de l'habileté de ma grand-mère. Il me fallut 10 longues minutes profondément frustrantes de grognements et de jurons, mais je réussis finalement, avec un pop métallique triomphant, à briser le seau. Je m'assis sur le sol carrelé poussiéreux de la vieille cuisine de ma grand-mère, dans une flaque de soleil doré du matin et je mangeais ces pêches à main nue. C'était la chose la plus merveilleuse et la plus délicieuse que j'ai jamais goûtée de toute ma vie. Elles avaient le goût de l'été. Elles avaient le goût d'une vie que j'avais oubliée. Elles avaient le goût de l'espoir. J'étais assise là, le sirop doux et collant, une explosion d'énergie pure et vivifiante dans mon estomac vide. C'était une petite chose, une seule boîte de pêche laissée sur une étagère haute.
Mais ce n'était pas une chose aléatoire. Ma grand-mère avait été une planificatrice, une stratège, une femme qui pensait 10 coups à l'avance. Et cela, je le savais avec une certitude soudaine et absolue, n'était pas seulement un repas. C'était un message, un indice. Je regardais autour de la vaste maison silencieuse et maintenant beaucoup moins intimidante, et je réalisais que cet endroit n'était pas vide du tout. C'était une énigme, une carte, et je venais, de la manière la plus délicieuse et la plus inattendue possible, de trouver la toute première pièce. Ma mission n'était plus seulement de survivre. C'était d'explorer, de chercher, de comprendre. Je commençais une exploration méthodique pièce par pièce de la maison, non pas comme une squatteuse à la recherche de restes, mais comme une archéologue, à la recherche de signes d'une vie qui m'avait été cachée. La maison était une capsule temporelle. Chaque pièce un chapitre différent de la vie de ma grand-mère Mathilde. Le grand salon formel était rempli des fantômes de la femme d'affaires puissante et prospère qu'elle était devenue. Mais c'est dans les petits espaces oubliés et plus personnels que je commençais à trouver la vraie elle. Son bureau fut le plus révélateur de tous. Ce n'était pas le bureau d'entreprise froid que j'avais imaginé. Oui, un mur était tapissé du sol au plafond de livres imposants reliés en cuir sur la finance et l'économie et l'art des affaires. Mais les autres murs, ils étaient remplis de poésie, de littérature classique, de romans usés, très aimés et profondément sentimentaux. C'était une pièce d'une contradiction secrète et profonde. C'est là, alors que mes doigts traçaient les dos des livres, que je le trouvais, un volume solitaire qui était complètement et totalement déplacé. C'était un livre sur la botanique, sur le langage des fleurs, rangé entre une biographie d'un magnate du pétrole et un traité sur le droit des sociétés. Je le tirai de l'étagère. Ce n'était pas un livre. C'était une boîte creusée, son intérieur tapissé d'un velours doux et délavé, mais elle était vide. Mon cœur s'effondra, une impasse. Mais alors que je m'apprêtais à remettre le livre-boîte à sa place sur l'étagère, mes doigts frôlèrent le dos de l'étagère elle-même, et je le sentis, un petit clic presque imperceptible. Toute la section de la bibliothèque, celle qui contenait les volumes denses et profondément ennuyeux sur le droit des sociétés, s'ouvrit silencieusement et en douceur vers l'intérieur, révélant une petite pièce sombre et complètement cachée. Ma grand-mère, la femme au secret, avait eu un bureau secret. J'entrai. L'air était épais de l'odeur de vieux papier et d'encre séchée. Et là, sur un petit bureau en bois simple et magnifiquement sculpté, se trouvait un seul objet solitaire, un épais journal relié en cuir et d'apparence profondément personnelle. Je m'assis dans sa chaise cachée, un endroit où personne d'autre qu'elle n'avait été assise depuis des décennies, et avec une révérence que je ne savais pas posséder, j'ouvris la première page. L'écriture n'était pas la scripte forte et confiante de la matriarche que je connaissais. C'était l'écriture jeune, pleine d'espoir et légèrement incertaine d'une jeune femme. 14 septembre 1955, commença la première entrée. J'ai 16 ans aujourd'hui, et j'ai décidé que je ne serai pas une femme de fermier. Je ne vivrai pas et ne mourrai pas dans cette petite ville poussiéreuse. J'ai le sens des chiffres, et j'ai un rêve. Un rêve d'un monde plus grand que celui-ci. Je ne sais pas comment j'y arriverai, mais j'y arriverai. Je le jure. Je m'assis sur le sol du bureau secret de ma grand-mère. Les mots de la jeune femme farouchement déterminée qu'elle avait été, une révélation dans le silence poussiéreux. Ce n'était pas une punition. Ce n'était pas un jeu cruel. C'était une histoire. Son histoire. La vraie histoire. Une histoire qu'elle avait cachée au monde, à ses propres enfants avides et profondément décevants, et qu'elle avait, pour une raison étrange, merveilleuse et profondément mystérieuse, choisi moi, la petite fille tranquille, artistique et peu ambitieuse, pour la trouver. Je regardais le livre dans mes mains. Sur le dos, dans une petite écriture élégante dorée, il y avait 2 mots simples. Volume 1. Ma grand-mère ne m'avait pas seulement laissé un indice. Elle m'avait laissé une bibliothèque. Et je savais avec une certitude qui était une chaleur nouvelle, puissante et profondément réconfortante dans ma poitrine que cette vieille maison hantée en était pleine. Et mon travail pour les 29 jours suivants, long et maintenant très excitant, était de les trouver tous. J'ai passé les 3 semaines suivantes à une chasse au trésor à travers le paysage du passé de ma grand-mère. La maison, qui avait été autrefois une prison froide et intimidante, était maintenant une carte,
une boîte à énigmes, et chaque pièce contenait un nouveau morceau de la vie extraordinaire de la femme que j'avais si mal comprise. Elle n'était pas seulement une matriarche. Elle était une légende, et j'étais sa seule et dernière élève. La chasse était son programme. L'indice dans le premier journal, celui que j'avais trouvé dans le bureau secret, était une simple comptine enfantine sur les étoiles. Il me mena, après une journée entière de recherche, à l'ancienne chambre d'enfant abandonnée au 3e étage. Là, niché dans un coffre de mariage poussiéreux et oublié, sous une pile des couvertures de bébé de ma propre mère, se trouvait le 2e volume. Ce journal était différent. Ce n'était pas l'histoire d'une jeune femme déterminée et ambitieuse. C'était l'histoire du premier et unique véritable amour d'une jeune femme. Je lus l'histoire d'un homme dont le nom n'était pas celui de mon grand-père. Un jeune artiste brillant, gentil et sans le sou qu'elle avait été interdite de voir par sa propre famille riche et puissante. Je lus leur rencontre secrète, leur projet de s'enfuir ensemble, d'un amour aussi brillant et aussi condamné qu'une étoile filante. Le journal se termina brusquement par une seule entrée déchirante et tachée de larmes. Il est parti et je suis seule. L'indice de ce journal me mena à la grande bibliothèque formelle. Là, caché derrière une brique desserrée au fond de l'immense cheminée en pierre, je trouvai le 3e volume. Celui-ci était écrit d'une main nouvelle, plus dure et plus cynique. C'était l'histoire d'une femme se reconstruisant des cendres d'un cœur brisé. C'était l'histoire de son ascension brillante et souvent impitoyable dans le monde des affaires. C'était l'histoire de la naissance de l'Empire du Bois. C'était l'histoire de la femme que le monde connaissait. Une femme que je comprenais maintenant avait été forgée dans un feu dont je n'avais jamais su l'existence. Avec chaque nouveau journal que je trouvais, l'histoire de sa vie devenait la mienne. Et en lisant, je vivais aussi une histoire de ma propre survie. J'appris à faire un feu dans la vieille cheminée. J'appris à trouver les champignons comestibles et les baies sauvages qui poussaient dans les coins envahis et oubliés du jardin. Je maigrissais, oui, mais je devenais aussi plus forte, plus débrouillarde, plus confiante. J'étais, réalisais-je, la petite fille de ma grand-mère en plus que de nom. Les visites hebdomadaires de ma tante et de mon oncle, Marc et Bénédicte, devinrent une source d'amusement tranquille et satisfaisant. Ils arrivaient, leur visage un masque de fausse pitié, s'attendant à me trouver en ruine, pleurant, prête à me rendre. Il n'est pas trop tard pour abandonner, Clara, avait dit mon oncle Marc lors de sa 2e visite, un éclat suffisant et prédateur dans les yeux. Il n'y a aucune honte à admettre que vous ne pouvez pas le supporter. Il me trouvait non pas en larmes, mais assise calmement près d'un feu crépitant, un journal relié en cuir sur mes genoux, mon visage serein. Mon nouveau et dur morceau les exaspérait. Ils ne pouvaient pas le comprendre. Ils voyaient la maison comme une punition. Ils n'avaient aucune idée que c'était en fait une salle de classe. Je tenais le 5e et avant-dernier journal dans mes mains, l'histoire des dernières années de ma grand-mère, de sa propre maternité tranquille et souvent difficile. J'avais appris ses chagrins, son ambition, sa vie tranquille et souvent solitaire. Le test qu'elle m'avait fixé, un test que j'étais maintenant certaine qu'elle avait toujours su que je réussirais, était presque terminé. Je n'avais plus peur. J'étais prête. Ma tante et mon oncle devaient faire leur dernière inspection officielle dans quelques jours. Ils venaient dans cette maison s'attendant à réclamer une fortune. Ils n'avaient aucune idée que j'avais déjà trouvé le vrai trésor, celui qui ne pouvait être acheté ou vendu. Et j'étais maintenant enfin et complètement prête à leur montrer exactement ce qu'il valait. Le coup à la porte d'entrée, quand il vint, fut une intrusion choquante. C'étaient eux, ma tante et mon oncle, Marc et Bénédicte, arrivant pour leur dernière inspection officielle et, j'en étais sûre, triomphante. Je ne courus pas. Je ne me cachai pas. Je marchai jusqu'à la porte, un nouveau sentiment de détermination peu familier dans mon propre cœur. C'était un spectacle à voir. Ils se tenaient sur le porche d'entrée, dégoulinant de vêtements de créateurs coûteux. Leur visage un masque de confiance suffisante, prédatrice et profondément satisfaite. Ils étaient là pour la dernière mise à mort facile. « Clara, ma chérie, te voilà », dit ma tante Bénédicte, sa voix un doux ronronnement mielleux. « Ne nous dis pas que tu as abandonné. C'est si proche de la fin. Ton père et moi étions sur le point de vérifier la propriété pour toute irrégularité avant de prendre possession de la succession.
Je la regardais, ainsi que mon oncle Marc, qui se tenait là avec un presse-papier, un stylo en main, un air d'impatience froide et professionnelle. Ils virent mon immobilité comme une défaite. Ils n'avaient aucune idée que c'était ma force. S'il vous plaît, dis-je, ma voix basse, mais elle porta dans tous les coins du vaste foyer poussiéreux. Le test est terminé, et je pense que vous devez tous les deux voir les résultats. Ils entrèrent, une traînée de boue de leurs chaussures coûteuses tachant les parquets d'origine. Ils entrèrent dans le salon principal, jusqu'à la cheminée où j'avais fait un petit feu accueillant et très réel, et ils virent les journaux, une pile nette et organisée du volume 1 au volume 5, posés sur la petite table basse en acajou sans prétention. Un monument magnifique et indéniable à une vie qu'ils avaient cru être une chose simple et sans valeur. Ma tante et mon oncle les regardèrent simplement, la bouche légèrement ouverte. Saviez-vous, oncle Marc, commençai-je, ma voix calme, douce et profondément dangereuse. Que grand-mère a écrit sur vous dans ses journaux, sur la fois où vous avez cassé sa tasse à thé en porcelaine préférée et en avez blâmé le chien? Elle a dit que vous étiez un garçon gentil, mais que vous aviez toujours peur de prendre vos responsabilités. Le visage de Marc devint blanc. L'histoire datait de son enfance, un secret que seul lui et sa mère auraient pu connaître. Et vous, tante Bénédicte, continuai-je, me tournant vers elle, un petit sourire froid et profondément apitoyé sur mon visage. Saviez-vous qu'elle a aussi écrit sur vous? Sur la façon dont vous voliez secrètement son collier de famille pour le porter à vos fêtes? Elle a dit que vous étiez une belle jeune femme, mais elle craignait que vous ne soyez plus amoureuse de l'apparence de la richesse que de la richesse d'un bon cœur. Leur masque suffisant et confiant de victoire avait disparu, remplacé par une nouvelle terreur terrible et profondément vulnérable. Ils réalisèrent avec une horreur naissante et bouleversante que cette maison n'était pas vide. Elle était pleine. Elle était pleine des fantômes d'une vie entière de leurs propres mensonges tués et impardonnables. Le test ne portait pas sur la maison, dis-je, ma voix maintenant un murmure, mais elle portait le poids de la vie sage et magnifique de ma grand-mère. Il s'agissait des journaux. Il s'agissait que j'apprenne qui elle était. Et je l'ai fait. J'ai appris toute son histoire. L'histoire d'une femme courageuse et forte qui a été déçue par ses propres enfants. L'histoire d'une femme qui était déterminée à être une mère jusqu'à la fin. L'histoire d'une femme qui, finalement, a transmis son héritage à la seule personne qu'elle savait l'honorerait. Je marchai alors vers la cheminée, vers le petit coffre-fort caché que j'avais trouvé. Après avoir lu le dernier indice cryptique du dernier journal, je l'ouvris et j'en sortis un document unique, soigneusement plié et d'apparence très officielle. Le véritable testament original et légalement contraignant. Je le tendis à ma tante. Vous pouvez le lire si vous voulez. Elle le prit de ma main, sa main tremblante, et ses yeux, les yeux de ma grand-mère, parcoururent rapidement les mots finaux et les plus importants de la page. Je la regardai s'effondrer, son dernier espoir désespéré se transformant en poussière. Ma grand-mère, dans son dernier acte de sagesse, ne m'avait pas seulement laissé sa fortune. Elle lui avait laissé un message final et très différent. Et en regardant les personnes vaincues et brisées qui étaient ma tante et mon oncle, je savais que le travail réel et bien plus important d'honorer l'héritage de ma grand-mère était sur le point de commencer. Attachée au testament se trouvait une autre enveloppe plus petite et scellée, adressée à moi dans l'écriture familière et élégante de ma grand-mère. Elle disait, à ouvrir seulement à la fin du test. Avec ma tante et mon oncle comme public involontaire et profondément captif, je brisai le sceau. C'était une dernière lettre d'elle. Et ce n'était pas une lettre de triomphe. C'était une lettre d'une compassion profonde et profondément stratégique. Ma très chère Clara, lus-je à haute voix. Ma propre voix, un instrument tranquille et studieux de ses dernières volontés. Si vous lisez ceci, cela signifie que vous avez fait ce que j'ai toujours su que vous pouviez faire. Cela signifie que vous n'avez pas seulement survécu. Cela signifie que vous avez compris. Vous avez trouvé mon histoire et, ce faisant, vous avez commencé à écrire la vôtre. Je vous ai laissé toute ma fortune. C'est un fardeau grand, lourd et souvent terrible, mais je sais que vous avez le caractère pour le porter. Mais je vous laisse plus que mon argent. Je vous laisse une mission finale et la plus importante. Je levai les yeux vers ma tante et mon oncle qui me regardaient maintenant. Un nouveau regard d'anticipation craintive et profondément inhabituel sur leur visage. Mon fils,
votre oncle Marc, et sa femme Bénédicte ne sont pas de mauvaises personnes. Ils sont juste perdus. Ils ont passé toute leur vie dans l'ombre de mon succès et ils en sont venus à croire que l'argent est la seule mesure de la valeur d'une personne. J'en suis responsable. Je n'ai pas été une bonne mère pour lui. J'ai été une meilleure PDG que je n'ai été une mère et c'est le seul et le plus grand regret de ma vie. Je ne souhaite pas les punir avec la pauvreté, poursuivit la lettre. Je souhaite les guérir avec un but. Donc, le testament a une condition finale et non négociable. Une partie de la succession doit être utilisée pour établir la Fondation familiale du bois, une organisation caritative dédiée aux arts et à la préservation de l'histoire locale. Toutes les choses que votre oncle a toujours appelées frivoles. Et vous, ma chère Clara, en serez la présidente. Et votre tante et votre oncle, lus-je, livrant l'échec et mat final brillant. S'ils souhaitent recevoir leur propre généreux héritage annuel de la succession, ils n'auront d'autre choix que d'accepter un poste. Ils travailleront pour vous, pour la Fondation, pendant les 5 prochaines années. Ils apprendront par le travail de leurs propres mains qu'un héritage n'est pas une chose que l'on hérite, mais une chose que l'on construit. L'histoire ne se termine pas par une victoire mais par un nouveau commencement profondément stimulant. 1 an plus tard. Je suis assise à la tête d'une grande table en acajou poli. Je ne suis pas dans une salle de conférence d'entreprise. Je suis dans la bibliothèque nouvellement restaurée du manoir du Bois, qui est maintenant le siège officiel de la Fondation familiale du Bois. La pièce est remplie de la chaude lumière du soleil de l'après-midi et du murmure calme et respectueux d'une réunion de conseil. Ma tante et mon oncle sont là. Ce ne sont pas les mêmes personnes suffisantes et arrogantes d'il y a 1 an. Ils sont plus calmes. Ils sont humiliés. Et ils sont, à ma profonde et infinie surprise, bons dans leur travail. Mon oncle Marc, avec son esprit d'affaires aiguisé, est devenu un collecteur de fonds brillant et étonnamment passionné. Ma tante Bénédicte, avec ses vastes relations sociales, est devenue une organisatrice d'événements formidables pour nos galas de bienfaisance. Ils ne sont pas seulement mes employés. Nous sommes, pour la toute première fois de nos vies entières et profondément compliquées, une famille. Étrange et brisée et maintenant enfin et vraiment en voie de guérison. Ma grand-mère ne m'avait pas seulement laissé une maison pleine de ses souvenirs. Elle m'avait laissé une feuille de route. Une carte qui m'avait mené non seulement à ma propre force, mais à la bonté cachée et longtemps oubliée dans le cœur des personnes même que j'avais autrefois considérées comme mes ennemis. Elle ne m'avait pas seulement enseigné son histoire. Elle m'avait, par son dernier et le plus brillant acte d'amour, fait l'auteur de la nôtre. Une histoire absolument brillante et mature sur la prévoyance incroyable d'une grand-mère et un test qui était plus qu'une simple survie. Que pensez-vous de la dernière condition choquante de la grand-mère dans son testament ? Faites-le nous savoir dans les commentaires ci-dessous.